Védic, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes magistrat. Et nous sommes le 13 novembre, il y a 3 ans, la France connaissait les pires attentats de son histoire, 130 morts au Bataclan, sur les terrasses parisiennes et au Stade de France. Quel souvenir personnel d'abord vous gardez de cette journée? Ma femme m'a dit qu'il se passait quelque chose de grave. Et puis, bon, je me suis tout de suite dit que ce n'était pas une prise d'otage, parce que l'État islamique ne faisait pas de prise d'otage et que ça allait très mal tourner. Après, j'ai regardé les images. Quel sentiment vous avez eu à ce moment-là? Sentiment de quelque chose qui devait arriver, qui arrivait. On attend toujours ça et ça arrive. Et puis, c'est parfois encore plus horrible qu'on pouvait l'imaginer. Vous êtes l'un de ceux, effectivement, en France qui alertait depuis des années sur le risque non seulement d'un attentat, mais de cette envergure. Vous avez effectivement eu l'impression que ça allait arriver. Oui, mais tout le monde le pressentait, le savait. Hein. Les services de renseignement étaient débordés. Et quand on est débordé face à des gens qui nous menacent continuellement et qui disent « on va vous frapper », bah, c'est assez logique. On est désarmés, que ça arrive. Donc je n'étais absolument pas le seul. Sauf que je l'ai dit, effectivement. Mais sinon, tout le monde pense à peu près la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, un scénario comme celui du 13 novembre, cette façon structurée d'agir est encore possible en France? Ce qu'on sait maintenant sur les attentats du 13 novembre, c'est que c'était très, très organisé, avec des équipes à tiroirs qui devaient faire beaucoup d'actions, hein, en Belgique, en France, et même en Allemagne d'ailleurs. Et donc ça, ce point d'organisation, actuellement, je ne pense pas qu'ils en soient capables, parce qu'ils sont vraiment aux abois, hein, tout simplement. Et maintenant, ça ne veut pas dire que dans 1 an, 2 ans, ils ne seront pas capables de mener des opérations aussi lourdes. Alors ça veut dire que la menace a changé de forme, mais pas qu'elle est moins importante? On retombe de l'État islamique, redevient un groupe terroriste traditionnel qui va travailler dans l'ombre. En fait, on a connu de l'hyperterrorisme, mais aussi, je dirais, de l'hyperarrogance. Les terroristes se montraient sur Facebook, on connaissait leur visage, un peu comme ce qui s'était passé au Mali, ça a été pareil pour la Syrie, etc. Alors qu'avant, on avait affaire à des gens qui étaient quasiment des espions. Ils ne se faisaient jamais photographier, on ne savait pas à quoi ils ressemblaient, on avait du mal à savoir. Et on risque de retomber dans ce terrorisme traditionnel, finalement. Alors, ce qui a fait cette bascule, c'est le recul du groupe État islamique en Irak et en Syrie. Il y a donc un vrai effet action militaire contre ce groupe terroriste. Bien sûr. Mais au Mali, ça a été pareil. Si on les avait laissés prendre Bamako, je ne sais pas où on serait allé avec le Mali. Donc, quand on fait une opération militaire, quand on a un ennemi qui est tellement puissant qu'il devient une véritable armée, un véritable État, entre guillemets, hein, on prend des moyens traditionnels qui sont la guerre. Voilà. Quand on a affaire à un petit groupe terroriste occulte, on prend les moyens judiciaires. On ne peut pas laisser un ennemi grossir, surtout un ennemi qui va nous frapper sans intervenir. Donc ce qui est à craindre aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les électrons libres du djihad? Notamment, ça, l'électron, c'est celui qui sort dans la rue et qui fait à peu près tout et n'importe quoi. Mais maintenant, on peut aussi, à terme, avoir des choses quand même plus structurées, des attentats style Al-Qaïda qu'on a connus dans le passé, de toute façon occultes totalement. De gens qui ne sont donc plus passés ni par la Syrie ni par l'Irak, mais qui se sont radicalisés ici, en France? Qui se sont radicalisés ici, ou qui ont peut-être été faire le djihad à un moment ou à un autre, pas forcément dernièrement. Ça peut être des vétérans des premières filières irakiennes ou tchétchènes, etc. Vous savez, il y a malheureusement maintenant un panel de fanatisés très important, d'anciens condamnés qui sont déjà sortis, d'autres qui vont sortir. Pour oublier qu'on va en avoir 400 sur le marché, en plus de ceux qu'on a déjà. Donc on va avoir pas mal de gens à surveiller. On a progressé dans la lutte contre la radicalisation en France. Justement, maintenant, on va essayer de ne plus en fabriquer, au moins en maison d'arrêt, c'est-à-dire de les séparer entre eux, lutter sur tous les facteurs de radicalisation dans la société d'une manière générale, c'est-à-dire tout ce qui est Internet, on a commencé aussi à le faire, tout ce qui est prêche enflammée, tout ce qui est influence d'États étrangers, être aussi très clair sur le discours qu'on tient à nos jeunes, et dénoncer ce fléau de cette idéologie qui, pourtant, c'est qu'il y a des structures très fortes et qui ne baissent jamais la garde. Et c'est le danger qu'on a tout le temps, parce que le terrorisme, c'est ça. Et parfois, on baisse la garde parce qu'il ne se passe plus rien, on diminue les effectifs. Voilà. Il faut garder une structure très forte. Les hommes peuvent passer, mais il faut vraiment une structure forte. Merci beaucoup, Marc Trévidic, d'être venu ce matin